Venu de Birmanie et de Chine, le citron a progressivement colonisé la Méditerranée. Au Moyen-Âge, l'Égypte exporte déjà de délicieuses bouteilles de citronnade. En arabo-persan, limoun veut d'ailleurs dire citron acide. Bientôt, cette limonade servie par les vendeurs ambulants, comme ici à Beyrouth, perle sur toutes les lèvres. C'est une limonade encore sans bulle, une limonade d'avant le soda. L'Algérie, un siècle plus tard. La Méditerranée, le soleil, la Casbah. Ces limonades pétillantes qui piquent les gorges desséchées de 1000 aiguilles rafraîchissantes, écrit Albert Camus. L'Algérie a deux symboles nationaux, le drapeau vert et rouge et la blanche de Hamoud Boualem, une des meilleures limonades au monde. C'est toute une histoire, Hamoud Boualem, à Alger. Les boissons alcoolisées, c'est péché pour notre religion, là, vous voyez. Alors on remplace ça, c'est plus sucré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas le sucre? Maintenant, je vais acheter une bouteille. Sur l'étiquette de cette limonade, 20 médailles obtenues à l'exposition universelle de Paris de 1889, l'année de la construction de la Tour Eiffel, la grande époque des colonies. Quand mon père me disait « tu viens avec moi à l'usine aujourd'hui », c'était un événement. Et puis le café, on le prenait avec les chauffeurs livreurs au bistrot d'à côté. Il y avait une ambiance. C'est une ambiance. Les Hamoud et les Hafiz, deux familles cousines, limonadiers depuis 5 générations. Mohamed, un des plus jeunes cousins, fait ici ses premiers pas sur la terrasse de l'usine. À l'époque, la production est encore modeste. À l'école, Mohamed revend à la récré 2-3 bouteilles prises dans les réserves sous l'œil bienveillant de Boualem, ici à l'image. Boualem, l'ancêtre qui fit de ce commerce d'arômes la plus ancienne et peut-être la plus célèbre entreprise algérienne encore en activité. Mohamed sera tour à tour chauffeur, caissier, directeur commercial et membre du conseil d'administration. Il ne faut pas croire que c'était comme maintenant, à une échelle industrielle. Hein. Quand ils vendaient 2-3 caisses par jour, l'aïeul était content. Hein. Donc ils déchargent, ils chargent et puis ils sortent là. En début de semaine, les revendeurs de toute la région continuent de faire la queue pour s'approvisionner au petit matin. L'usine a survécu au commando Algérie française, au socialisme des années 70 et ses pénuries en tout genre, et à la sale guerre des années 90 qui obligeait les cousins à dormir armés sur place. Inch'Allah, la Hamoud plaît aux militaires autant qu'aux islamistes. Jamais la production ne fut interrompue. Ici, Mohamed est chez lui. Pendant le mois de Ramadan, un Algérien, il faut qu'il ait sa bouteille de Hamoud. Il fait n'importe quoi, mais il faut qu'il ait sa bouteille de Hamoud. Que ce soit du cruche, à l'époque c'était cruche qui est devenu Slim Orange, que ce soit du Selecto ou de la blanche. La blanche au citron aide à digérer le méchoui. L'étrange Selecto tout noir a un goût de bonbon à la pomme. Quant au Slim, il rappelle les oranges de la plaine algérienne. Coca-Cola avait son usine juste à côté de la nôtre, après le débarquement américain. Mais ils n'ont pas fait long feu, hein, parce qu'après il y a eu l'indépendance, il y a eu la nationalisation, donc ils ont dû partir dans les années 60. Le vrai Coca, c'est américain, donc il faut le boire en Amérique. C'est comme une Hamoud, il faut la boire à Alger.
Longtemps, l'entreprise n'a pas eu besoin de faire de la publicité. Il y avait toujours plus de demandes que d'offres, il fallait juste moderniser de temps en temps. Mais au début des années 90, les grands groupes américains au budget marketing illimité sont de retour, alors il faut s'adapter. Ce jour-là, toute l'usine est en émoi. 2 joueurs de l'équipe de foot nationale vont faire une publicité pour le nouveau soda fraise, une première. Très sucré, le goût fraise fait un malheur en Algérie, mais jusqu'ici, seule la concurrence en proposait. 2 internationaux adulés par la jeunesse algérienne et 2 amateurs de soda, le Gaulle refuse de jouer s'il n'a pas son sélecto. Une sélecto à Alger, une sélecto en France n'est pas la même. Les Algériens qui vivent à l'étranger me disent c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce qu'il y a l'eau, le sucre n'est pas le même. Mais quand même, ça donne une petite nostalgie en fait. Tout soda rêve d'être associé à ces grands moments collectifs. Coupe du Monde, Jeux Olympiques, Noël, Ramadan. Ceux où les gens sont joyeux et où ils ont soif. Peu après la naissance de la Blanche de Hamoud, une autre boisson va naître à l'autre bout du monde. Une boisson noire. Une boisson qui va devenir le 2e mot le plus connu au monde, consommé 1,6 milliard de fois par jour dans plus de 200 pays. Une boisson qui a son propre musée, un temple dédié à son inventeur, un pharmacien d'Atlanta un peu aventurier nommé John Pemberton. Nous sommes au monde de Coca-Cola, à peine 3 pâtés de maison de l'endroit où le Coca-Cola a été vendu pour la première fois, le 8 mai 1886. En ses débuts, il y avait une concurrence incroyable. Les fontaines à soda regorgeaient de boissons au goût fraise, framboise, vanille, chocolat, etc. La première année, John Pemberton a gagné à peu près $50. Malheureusement, ses dépenses se montaient à $76. Bref, ça n'a pas été un énorme succès financier. La première année, nous avons vendu environ 6 boissons par jour. À l'époque, les drugstores, ces mélanges de pharmacie et de quincaillerie, sont devenus le lieu de socialisation. Tous les charlatans veulent y placer leurs boissons, servies dans les majestueuses fontaines à soda. Reste à Pemberton, qui jusqu'ici faisait plutôt des pilules pour le foie et des crèmes de beauté, à populariser ce qui va devenir le premier cola. Un étrange mélange vendu comme stimulant tonique pour les nerfs, qui contient du caramel, de la vanille, de la noix de cola venue d'Afrique et même un soupçon de coca, la plante divine des Indiens du Pérou. Une des grandes idées de merchandising a été de distribuer des coupons gratuits pour du Coca-Cola. N'oublions pas qu'à l'époque, cette marque avait un goût complètement nouveau, auquel les gens n'étaient pas habitués. Si vous arriviez à le faire essayer à quelqu'un, il reviendrait. Et la prochaine fois, il l'achèterait. Pemberton ne connaîtra pas la gloire. Ruiné, il vend ses parts à des investisseurs qui ont une idée astucieuse. Ils ne produiront que le concentré de la nouvelle boisson. Ensuite, ils revendent ce sirop aux milliers d'embouteilleurs indépendants chargés de produire sous licence. Pour se différencier des autres colas, il y a le marketing. Tout est porteur. Le graphisme inimitable, la bouteille aux formes sensuelles appelée la dame au fourreau et la prohibition qui favorise toute boisson non alcoolisée. Dans les années 30, les sodas sponsorisent les émissions de sport et de musique. Mais ils se vendent surtout l'été. Alors, encore une fois, l'entreprise d'Atlanta a une idée lucrative, réquisitionner le Père Noël.
Les gars de la publicité ont commencé à y réfléchir. Et un des artistes avec qui il travaillait a eu une idée. Il s'est dit, le Père Noël doit faire le tour de la Terre en 24 heures pour déposer tous les cadeaux. Forcément, il va avoir soif. Pourquoi est-ce qu'il ne boirait pas un Coca-Cola? Dear Mom, I am fine. I'm in the Pepsi-Cola Center in Times Square, New York City. Et puis vint la guerre. Les grandes compagnies de soda redoublent d'efforts patriotiques pour soutenir les boys partis se battre au bout du monde. Dès 1942, tout GI en permission peut venir se rafraîchir et se détendre dans ce centre de relaxation sur Times Square à New York. Upstairs on the street level, the boys sit around and dish with the hostesses or eat. New friendships are made and experiences swapped. At the lunch counter, they get sandwiches, hamburgers or egg sandwiches at 5 cents, and all the Pepsi-Cola they can drink free. En 14-18, il avait fallu faire de la limonade à la saccharine. Cette fois, les sodas sont classés produits stratégiques, aucune restriction sur le sucre. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, nous avons envoyé 64 usines d'embouteillage qui ont suivi les GIs américains à travers toute l'Europe de l'Ouest, dans le Pacifique, en Afrique du Nord et jusqu'en Amérique du Sud. À la Libération, le cola a, comme les chewing-gums et les banylons, le goût de la victoire et de la liberté. En 5 ans, il est devenu une boisson mondiale et l'entreprise une multinationale. À l'Est, les colas, symbole de l'impérialisme, se heurtent au rideau de fer. Jusqu'au premier voyage de Richard Nixon à Moscou en 1959. L'énergique vice-président américain veut établir un lien direct avec l'apôtre du dégel, Nikita Khrouchtchev. Le premier des communistes accepte donc d'inaugurer une exposition dédiée à l'American Way of Life. Chacun d'eux essayait de vendre son système à l'autre. Tout le monde en parlait, à la télé, dans les cuisines. Notre système est le meilleur. Non, c'est le nôtre. Et puis, il y avait cette exposition où il fallait montrer toutes sortes de choses. Et il y avait un petit buste de Pepsi, parce que Pepsi Cola soutenait l'exposition et le gouvernement. Il voulait que Khrouchtchev goûte le Pepsi, et il l'a fait. Et il a dit qu'il aimait ça. Павильон Pepsi-Cola начинает свою работу. Some of the women complain sometimes that it smells like benzene. And men wanted to know if it would make them drunk. À Moscou, le goût de l'Ouest eut donc le goût du Pepsi. Jusqu'ici, tous les présidents américains avaient été rouges, proches de Coca-Cola. Nixon, lui, est l'avocat de Pepsi. Il sera le premier président bleu. En réalité, ça s'est passé différemment. Ça s'est fait en 69, quand Brejnev était au pouvoir. Brejnev a dit oui, et comme c'était une société centralisée, s'il disait oui, ça voulait dire oui. Et c'est devenu très populaire. Ils avaient de meilleures bulles. C'était peut-être un peu trop sucré pour les soviétiques, mais je dirais que nous aimions ça. Tous les pays de l'Est suivent le choix de Moscou. Il y aura donc du Pepsi, plus les produits locaux, Baïkal en Russie, Klub Cola en Allemagne de l'Est, Kofola en Tchécoslovaquie, Kokta aux herbes en Slovénie, sans oublier les délicieux mais si rares sodas géorgiens. Ils avaient des goûts de fruits. L'homme qui les produisait s'appelait Lagidze. Il avait inventé ces sodas avant la Révolution.
Et c'était le fournisseur exclusif de la cour du tsar. Après la Révolution, je crois qu'il a gardé son secret. Il est resté le seul fournisseur du Kremlin et parfois on trouvait ces sodas dans des magasins, mais en très petite quantité. Moi, il m'arrive de boire du Pepsi-Cola quand j'ai la nostalgie de l'époque soviétique.